l'histoire de votre séquestration cognitive n'a pas commencé dans un garage de la Silicon Valley, comme ça a été le cas avec Apple ou Amazon. Ça n'a pas non plus commencé avec YouTube, Netflix, ni même TikTok plus récemment. Ça a commencé dans un bureau de l'élite française. Et oui, ce qu'aujourd'hui vous prenez comme une crise de l'attention, une crise des médias, l'obésité informationnelle, la surinformation, les statistiques de temps d'écran sur les smartphones pour lesquels la plupart nous avons honte de les partager, tout ça c'est en réalité l'exécution mathématique de 2 lignes de code qui ont été écrites à 4 ans d'intervalle. La première ligne de code a été écrite en 2004. Patrick Lelay, feu Patrick Lelay, PDG de TF1 à l'époque, un génie, un visionnaire dans son travail, commet le crime parfait. Il lit le code source de la matrice à voix haute. Il avoue que le métier de sa chaîne n'est pas d'éduquer ou d'informer le spectateur. Le métier de sa chaîne, c'est de préparer le spectateur pour Coca-Cola en lui vendant du temps de cerveau disponible. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre 2 messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. À l'époque, quand il avait dit ça, la société s'était indignée. On l'avait quasiment traité de monstre. Mais l'ouroboros financier, le marché, le serpent qui se mord la queue, je vous laisse faire vos recherches pour savoir de quoi il s'agit ou de qui il s'agit, a pris des notes de cet aveu. Et cet aveu n'était pas un cynisme passager, c'était la militarisation de l'attention. La deuxième ligne de code a été écrite en 2008 par l'État français lui-même. Sous couvert de libérer la culture, Nicolas Sarkozy supprime la publicité sur le service public après 20 heures. On nous a vendu cette réforme comme un bouclier culturel. Dans la physique des systèmes, dans l'architecture des systèmes, parce que c'est la grille de lecture que j'utilise avec vous aujourd'hui pour démystifier toute cette histoire. Et on se rend compte que donc cette grille de lecture froide nous dit qu'il s'agit d'un sabotage. Et oui, parce qu'on ne va pas utiliser la morale c'est local. La loi de la thermodynamique, c'est global, c'est ce qu'on utilise pour comprendre les systèmes. Et tout ce qui se passe dans le monde actuel. Et cette grille de lecture froide nous dit qu'il s'agit d'un sabotage, un sabotage du kernel. Que l'État français venait donc de désinstaller le processus financier. Nicolas Sarkozy avait désinstallé le processus financier de son propre système audiovisuel, offrant un monopole quasi narcotique pour les chaînes privées et tout en laissant asphyxier l'infrastructure public. 2 actes fondateurs. L'un a transformé votre esprit, l'esprit des Français, en un minerai, en une matière première extractible, et l'autre a garanti que la France n'aurait plus jamais les moyens de vous défendre. Regardons la symétrie de ces 2 décisions. D'un côté, on a le modèle Lelay, le broadcasting analogique qui a posé les bases de l'extraction métabolique. Une entreprise pouvait générer des millions, voire même des milliards d'euros sans vendre de produits, mais en louant des blocs de cerveau passifs. C'est la version bêta de l'attention, la version bêta de l'attention que nous vivons aujourd'hui à plein régime, parce que cette économie de l'attention engloutit tout type d'entreprise, qu'elle soit technologique ou non, à commencer par la politique à l'échelle locale, comme on l'a vu récemment avec les élections municipales, mais ça va être aussi avec les élections présidentielles, les scrutins. Tout ce système invisible qui sélectionne quel candidat on va sélectionner et mettre en avant dans les médias aux 20h de TF1. Et on l'a vu récemment que
ce n'est pas le candidat qui est le plus mis en avant qui gagne ou qui atteint ses objectifs, on l'a vu, ça c'est l'autre face cachée de l'attention. Attention ne veut pas dire abonnement mental, ce n'est pas celui qui a le plus d'attention qui gagne, parce que toutes les intentions ne se valent pas. Donc on a à cette échelle politique qui est locale en France, mais aussi à l'échelle planétaire, avec des grands groupes comme WPP, qui est le maître à contester de la communication politique à l'échelle planétaire, qui détient, parce qu'il s'agit d'un groupe, qui détient la plus grande agence historique de publicité et de marketing au monde, Ogilvy, qui existe depuis des centaines d'années, qui a aussi un très lourd passé dans la communication politique, parce que la publicité a révolutionné des économies, des nations entières. Grâce à la publicité, des pays des nations du Sud ont fait appel à Ogilvy pour développer l'économie, l'industrie locale. Et notamment l'advertorial, c'est des publicités qui ressemblent à du contenu éditorial, qu'ont utilisé Ogilvy pour ces nations, et embauché des dizaines de milliers de travailleurs pour transformer l'économie locale. Donc les advertorials qui sont encore utilisés aujourd'hui dans les journaux, que ce soit en ligne ou papier. Je connais aussi personnellement des entrepreneurs dans le domaine du e-commerce qui utilisent l'advertorial pour générer des revenus pour leur entreprise. L'advertorial, c'est en réalité l'ancêtre de le marketing de contenu, le content marketing qu'on utilise aujourd'hui, que les marques utilisent aujourd'hui, que les marques personnelles utilisent aujourd'hui pour faire développer leur activité. Tout ça, la naissance de tout ça, c'est la publicité et pas l'inverse. Donc on a ce modèle-là de le lait et toute l'extraction métabolique, l'économie d'attention, la version bêta, et on a le modèle de France Télévisions. France Télévisions qui a subi une rétrogradation technique fatale. On lui a retiré sa capacité de monétiser l'attention qu'elle génère. On lui a retiré sa boucle vitale, son cercle d'or, pour devenir ce qu'on appelle en anglais un thin client, T-H-I-N, un client léger, qui est une enveloppe vide, qui n'a plus la capacité de générer sa propre énergie et qui dépend d'un serveur distant, qui est le budget de l'État, le budget de l'État français. Et à l'époque, l'État français avait dit « Ok, bon, on vous retire la capacité de générer des revenus avec l'attention que vous générez, mais vous inquiétez pas, nous allons compenser chaque euro perdu en taxant les télécoms. » Ce qui était un mensonge d'architecture, parce que l'État français a gardé l'argent pour lui-même, pour boucher ses propres déficits, et ce qui a rendu l'audiovisuel français un mendiant, un zombie qui mendie sa propre survie à chaque année, à chaque budget de vote de l'État. C'est ici que la graine de la double tenaille a été plantée, le piège s'est refermé à la fois sur le citoyen et le créateur français avec une précision d'horloger, pendant que la France s'auto-mutilait en 2008, débattant de subventions et de morale télévisuelle, des ingénieurs de la Californie observaient la théorie de le lait pour l'implémenter, pour l'automatiser. Netflix, YouTube et plus tard TikTok n'ont pas inventé le temps de cerveau disponible. Ils l'ont simplement armé technologiquement. Ils sont passés du broadcasting arroser les masses au micro-targeting en isolant l'individu à travers les algorithmes prédictifs. La tragédie, elle est mathématique. Au moment exact où la guerre de l'attention mondiale allait exiger des milliards en recherche et développement et en serveurs, notamment le cloud, la France a choisi de geler ses revenus et de confier sa survie technologique à une bureaucratie. Le double péché originel a garanti le désastre actuel. La France n'a pas développé les armes technologiques pour contrer l'algorithme. Elle s'est privée des armes financières pour financer la résistance. Vous êtes devenu la proie parfaite. Un cerveau surstimulé par des hyperviseurs étrangers, par des grandes entreprises étrangères,
vivant dans un pays dont l'infrastructure culturelle est en état de mort clinique. La colonisation pouvait donc commencer.